Une bonne soixantaine d'édifices résidentiels de Sainte-Martine auraient été construits avant 1900. Aujourd'hui, je visite le noyau villageois de cette municipalité en compagnie de Laurent Lazure. Bienvenue à un patrimoine à découvrir. Le développement du territoire actuel de Sainte-Martine s'effectue à compter de 1800, avec l'arrivée de plusieurs familles francophones ainsi que des pionniers américains. Monsieur Lazure, à quoi fait référence le camp Baker? Bon, alors nous sommes ici sans doute à l'un des lieux les plus significatifs de l'histoire de Sainte-Martine. On se situe dans le contexte de la rébellion de 1838, la rébellion des Patriotes, où, pour toutes sortes de raisons stratégiques, on a choisi la ferme d'un dénommé Baker pour édifier un camp militaire, où, comme la pancarte le dit, là, environ 400 sympathisants venant de Beauharnois et de Sainte-Martine se sont regroupés entre le 3 et le 10 novembre 1838 pour contrer certaines actions des loyaux qui venaient des secteurs de Ormstown et de Huntingdon et pour avoir un accès assez direct à Beauharnois via le rang Saint-Laurent et via le rang Saint-Georges. Okay? Alors, si on en parle, c'est qu'on dit qu'il y a eu une bataille que j'appelle, moi, plus un escarmouche, mais ce serait la seule bataille où les Patriotes ont eu le dessus en 1838. Et puis comme on trouvait ça assez significatif, la Société du patrimoine a décidé d'installer un panneau d'interprétation. Enserrée dans la vaste plaine agricole de Montréal, la rivière Châteauguay ponctue le parcours sinueux du village de Sainte-Martine. On dit que Sainte-Martine est un village à double noyau, selon la thèse d'un monsieur Dagenet qui s'était penché sur la question. Le bas du village, qui était centré surtout sur les moulins, un quartier beaucoup plus ouvrier, etc. Alors que le haut du village, à cause de la présence de l'ancien bureau d'enregistrement, mais il y avait toute une série de notaires qui ont vécu à Sainte-Martine. Alors ça faisait comme deux milieux assez différents. Les plus anciens bâtiments du territoire des deux noyaux villageois auraient été construits en 1823. C'est le cas de cette maison traditionnelle québécoise dans le village d'en haut. La maison Pierre-Roussel, tout d'abord, disons qu'elle est considérée comme le vaisseau amiral de notre patrimoine bâti. Et M. Roussel, à l'époque, était un cultivateur, alors on peut imaginer les champs. Et il a eu la bonne idée de construire ça en 1823. Parce que 1823 est un point d'ancrage pour désigner le début du noyau villageois. La première église date de 1823 et les premiers moulins, un peu plus loin, datent de 1823. Il y avait sans doute une dizaine de bâtiments en 1823, puis petit à petit, le noyau s'est formé pour devenir un village longiligne, etc., avec la Sainte-Martine que l'on connaît. Alors, cette maison-là, donc, c'est une maison en pierre des champs, construite d'après les plans que M. Roussel avait demandés. Elle va ensuite appartenir à sa fille et au mari de sa fille, qui va devenir l'immense entrepreneur Marc-Antoine Primeau. Devant la maison Pierre Roussel se trouve la maison du notaire Lebrun. C'est le premier notaire de Sainte-Martine. Il est arrivé ici vers 1833, puis il va vivre jusqu'à presque 1900. Alors, pendant presque 70 ans, il va écrire 10 000 actes et c'est pas un hasard qu'il soit en face de la maison Roussel où Marc-Antoine Primeau habitait, parce que presque 1000 des 10 000 actes sont relatifs aux affaires de Marc-Antoine Primeau. Toujours sur la rue Saint-Joseph, une autre maison rappelle une importante famille dans l'histoire de Sainte-Martine. Quelle était la vocation de cette maison? Alors, cette maison a toujours une vocation assez particulière. Elle est nommée la maison Anne O'Kane, qui était l'épouse de Dominic McGowan. Ils étaient un couple qui a immigré d'Irlande dans les années 1832-33. Ils se sont établis à Sainte-Martine, puis ils ont parti un commerce, un magasin. Okay? Alors, sauf que Dominic McGowan va avoir la mauvaise idée de mourir assez jeune, okay? Alors que les enfants eux-mêmes étaient assez jeunes, et Mme Anne O'Kane va prendre en charge et sa marmaille et les affaires du magasin. La famille McGowan est une famille assez dominante pendant presque un siècle, là, de 1830 à 1930.
OK? James et Edward vont être des maires de la municipalité, ils vont être des entrepreneurs et des gens qui vont faire dans l'immobilier aussi. Ils vont acheter des terrains et revendre, puis ça va être là l'origine de leur fortune. Ils étaient considérés comme la famille bourgeoise de Sainte-Martine. Les familles influentes étaient nombreuses dans le village d'en haut. Les bâtiments à vocation institutionnelle sont d'ailleurs encore très présents dans ce secteur. Alors, ici, nous sommes en face de l'école d'agriculture de Sainte-Martine, qui a connu une renommée, on peut même dire provinciale, en tout cas supra-régionale. L'école a été mise sur pied, l'idée de l'école a été mise sur pied par le curé de l'époque, le curé Allard, OK, qui avait à cœur de promouvoir les intérêts de la classe agricole puis de la moderniser autant que possible. Et puis en 1932, finalement, le gouvernement accepte de construire une école d'agriculture. C'est un édifice qui a subi quelques modifications avec les balcons parce qu'il est devenu un édifice à appartements à la fin des années 1980. Sauf qu'on a réussi à faire en sorte que rien ne se construise en façade de l'école pour protéger quand même l'image de cet édifice qui a fait la renommée de Sainte-Martine. Ça, il faut le dire. Devant le bâtiment se trouve un bronze rendant hommage à l'instigateur de cette école, le curé Allard. Alors, on rend hommage donc à son œuvre, mais Monseigneur Allard a été plus que ça. Il a été un des fondateurs du collège séminaire de Valleyfield, etc. Alors, c'est quand même un personnage qui avait plusieurs facettes à son talent. Passons maintenant au village d'en bas, qui était autrefois connu sous le nom du domaine seigneurial de la pêche au saumon. Je remarque qu'on est au domaine de la pêche du saumon, mais il n'y a pas de saumon dans le coin. Il n'y a pas vraiment de saumon, tu as tout à fait raison. Sauf qu'avant d'avoir ce que les gens de Sainte-Martine appellent le barrage ou la dame, OK, elle n'a pas toujours existé. Alors, on peut ça existe depuis, on va dire, 1823, là. Mais avant ça, on imagine des cascades sur une centaine de mètres, OK, où on voyait du poisson sauter, mais on est à peu près sûr que c'était une truite qui s'appelait l'omble de Fontaine, OK, qu'on retrouve encore dans le secteur plus au nord de la rivière Châteauguay. Alors, le domaine de la pêche au saumon est un vieux toponyme qu'on retrouve dès la fin des années, au milieu des années 1740. Il y a eu l'exploitation du bois ici, et puis déjà, c'était le domaine de la pêche au saumon. En 1823, la naissance du village se consolide en deux pôles distincts par la construction d'un moulin seigneurial dont il ne reste aujourd'hui que les vestiges. Le secteur industriel du village d'en bas était la propriété de Marc-Antoine Primeau, d'où son appellation Primauville. Cet industriel fit d'ailleurs construire en 1854 une maison néoclassique monumentale occupant une place significative dans le paysage du village d'en bas. Plus tard, une centrale hydroélectrique fut installée dans le secteur par la famille Archambault. Vers 1905-1910, Sainte-Martine fut un des premiers villages électrifiés au Québec. C'est vrai? Oui, absolument. Ensuite de ça, les Archambault sont partis suite à un feu qui a dévasté cette partie du village et ça a été repris par un entrepreneur du nom de James Gordon Dunn. OK. Alors, le barrage Dunn, etc., même si ce n'est pas lui qui l'a construit. Et Dunn, lui, va continuer la fonction du moulin à farine, etc., moulin à carde un peu, mais il va surtout se concentrer sur l'électrification de la région. Il va installer des turbines. L'espèce de cloche que l'on voit au loin, c'est un restant de turbines. Il y en avait deux. Et ça électrifiait à ce moment-là non plus seulement le village, mais les campagnes environnantes, y compris jusqu'à Saint-Urbain. Ah ouais. Okay. Sauf que le service était de mauvaise qualité. Il y avait des baisses de tension qui faisaient brûler les moteurs. Les gens s'en sont plaints. Et au milieu des années 50, on lui a enlevé sa licence d'entreprise pour fournir de l'électricité. Ça a été racheté par, à l'époque, la Shawinigan, qui va être elle-même rachetée plus tard par Hydro-Québec. Et au milieu des années 50, c'était à peu près la fin de la vocation industrielle des moulins. On retrouve également sur le territoire de Sainte-Martine une grande partie des 20 croix de chemin de la MRC.
Les croix de chemin sont des structures aménagées en bordure de la voie publique dans les secteurs ruraux. Elles servaient autrefois de point de rassemblement pour l'expression de la foi. Monsieur Lazure, on se trouve devant la croix de chemin Maheu. Oui, alors précisément, nous sommes sur le rang du Grand Marais et ici, nous sommes sur le site de la ferme de la famille Maheu, qui est une des plus vieilles familles de Sainte-Martine. Il y a un petit peu plus loin la vieille ferme ancestrale et ici, la famille Maheu a installé ce symbole religieux. La croix de chemin Maheu est la seule croix de chemin de la MRC qui possède encore des objets symbolisant la passion du Christ, soit la lance, l'épée et le coq. On a ici une croix de chemin en béton. En béton, en effet. Alors, c'est bon pour la durabilité. Alors, pour se situer, nous sommes au 610 rang Saint-Joseph, appelé familièrement encore à Sainte-Martine comme étant le rang de la Petite Côte. Okay? Et vous avez en arrière de moi une maison privée, mais qui était l'ancienne école de rang. Beaucoup d'écoles de rang avaient cette croix-là parce que elles étaient souvent situées, l'école et la croix, au milieu d'un arrondissement où les gens pouvaient facilement se réunir pour diverses manifestations de prière, entre autres. Alors, les écoles de rang ont disparu, ont cessé leur activité à la fin des années 1950. Okay? Alors, et beaucoup de ces croix-là, en bois notamment, ont disparu aussi. Alors, celle-ci a réussi à traverser les époques parce que le béton est évidemment un matériau un peu plus résistant. Mm-hmm. La MRC de Beauharnois-Salaberry se distingue également comme une des rares au Québec à présenter autant de calvaires à l'extérieur des cimetières. Ces monuments religieux représentent le Christ en croix, comme cet exemple sur la rue Saint-Joseph à Sainte-Martine. Alors, cet endroit, à la fin des années 50, a une histoire un peu particulière parce qu'un individu bien connu à l'époque du nom de Bernadotte Hébert, qui fut chef de pompier, restaurateur, homme de théâtre, avait imaginé un endroit, une espèce de parc, un peu comme il est aujourd'hui, mais avec diverses stations pour se recueillir. Okay? Alors, son plan était très élaboré, okay? Sauf qu'il n'a vraiment jamais vu le jour. Et tout ce qui en reste aujourd'hui, c'est ce témoin d'une certaine époque là, où le passé religieux est important. Aujourd'hui, c'est notre patrimoine religieux qui reste en place. Grâce à des bénévoles dévoués comme M. Laurent Lazure, le patrimoine de Sainte-Martine continue à être transmis et revitalisé. La Société du patrimoine, comme le mot le dit, c'est essayer de faire revivre le passé, ce qui n'est pas toujours inutile pour savoir où on va, selon la fameuse phrase. Là. Pour en savoir plus sur cette municipalité, le Musée de Sainte-Martine organise chaque année des expositions thématiques. Vous pouvez également consulter les brochures sur le patrimoine de la MRC de Beauharnois-Salaberry dans toutes les bibliothèques du territoire. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.